Salut Julie, bienvenue dans ce séminaire. Salut Henriette, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci pour la présentation aussi. Et très contente de faire cette entrevue avec toi. Oui, écoute, c'est une joie pour moi de rencontrer toutes ces experts, toutes ces femmes que j'ai invitées et de partager cette expérience. Et toi, en particulier, bien sûr, j'ai fait des recherches pour préparer cette entrevue, mais vraiment, j'ai plein de points d'interrogation sur ton univers et je suis sûre que plusieurs d'entre nous aussi vont se poser plein de questions. Tu as plusieurs expertises que tu as accumulées au cours de ton expérience. Mais avant de rentrer dans ton expertise, j'aimerais qu'on parle simplement un petit peu de toi, puisqu'aujourd'hui, notre audience, ce sont des femmes qui sont souvent des femmes sensibles, intuitives, créatives. Et je crois que une des raisons pour lesquelles nous faisons ce séminaire, c'est pour amener des modèles. Donc, de pouvoir se reconnaître un petit peu en toi avant de rentrer dans ton expertise, ça va les aider à pouvoir éventuellement s'identifier dans ton chemin. C'est OK pour toi? Avec plaisir. Excellent. Donc, en lisant un petit peu sur ton parcours, j'ai vu que dans ton cas, ça a commencé, donc avant de devenir coach, tu as passé une licence économie-gestion, donc tu étais sur un chemin, disons, plus traditionnel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette époque? Ouais. Bah, écoute, c'est une époque où effectivement, j'avais décidé de suivre un cursus standard, donc Mhm. faire des grandes études, trouver un travail bien rangé, Ouais. devenir cadre. Tu vois, c'est un peu mon objectif, quoi. Faire mes études, devenir cadre, gravir les échelons dans une grosse boîte, puis monter ma boîte, mais quand j'aurai 40 ans ou 50 ans, tu vois. Mhm. Donc, il y avait toute une notion de suivre un chemin qu'on m'avait dit qui était bon Ouais. pour être heureux dans sa vie ou pour se sentir en sécurité, que j'ai remis en question pendant mes études, justement pendant que je faisais ma licence en économie. Intéressant. Et qu'est-ce qui te fait justement remettre ça en question? Parce que je veux dire, si quand tu dis c'est un chemin qu'on t'avait euh, conseillé, guidé, est-ce que tu parles là de ta famille, de tes parents, ton entourage? Ouais, je parle à la fois de ma famille et à la fois de la culture au global. En tout cas, moi, le milieu social, je viens d'un milieu social modeste, mais ce qu'on entendait, que ce soit par les profs ou à la télé, c'est que c'était bien et c'était ce qui semblait être accessible pour moi d'intégrer une grosse boîte et d'avoir un métier qui semblait être à la fois sérieux et à la fois auquel je pouvais aspirer parce que j'avais des bons résultats à l'école. Mhm. Ma famille, paradoxalement, avait un petit peu moins d'ambition pour moi puisque, en fait, ils se limitaient à je pense, leur plafond de verre à eux. Ouais, Moi, je me disais que je pouvais vraiment atteindre une belle carrière, ouais, mais, justement, pendant ma licence, je vis ma licence où j'étudie à la fac et en parallèle, j'ai mes petites histoires d'amour. ouais. Et il y a une histoire d'amour à laquelle je décide de mettre fin, tout simplement parce que je m'ennuyais dans la relation, mais malgré tout, j'étais attachée. J'avais envie qu'il soit heureux, etc. Et donc, je rentre un soir des cours en fait, je venais de rompre avec lui. Et je pense à lui et j'essaie de réfléchir comment faire en sorte qu'il puisse transformer ça en quelque chose de cool pour lui. Mhm. Cette rupture qui l'a un peu heurté. Et donc, je me mets à réfléchir à sa place et je me dis, moi, à sa place, je pars en voyage. Je me dis, de toute façon, lui, il a rien à perdre. C'était quelqu'un qui était pas du tout bon à l'école, qui avait arrêté Mhm. l'école depuis longtemps. Et je me suis dit, lui, il a rien à perdre. Donc, à sa place, quand t'as rien à perdre, tu peux tout faire. Et si tu peux tout faire, Mhm. bah, moi, à sa place, je pars en voyage. Je vais découvrir du monde, voilà. Et à ce moment-là, je me mets à me dire, lui, il a de la chance et pas moi. Mhm. Et en fait, c'est cette phrase exactement qui a créé un espèce de bug dans ma tête où j'ai commencé à beaucoup plus réfléchir par moi-même, puisque je me suis dit, euh, c'est pas normal que si moi je suive exactement ce qu'on me conseille, que j'en arrive et que je fasse tout en plus pour exceller dans ce qu'on me dise, Ouais, que j'en arrive à me dire que quelqu'un d'autre a de la chance. En tout ouais. cas, que mon ex avait de la chance. Et c'est là où j'ai
auquel tu tenais quand même, envisager une solution, une vision différente pour toi en fait. Ouais, exactement, ouais. J'avais jamais vu comme ça, mais t'as raison. Ok, d'accord. Et donc finalement, c'est toi qui finis par faire ce que tu avais envisagé pour lui. Exactement. En me projetant sur lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire, sachant que tout est possible pour lui, Ouais. ça m'a permis au final de voir qu'est-ce que moi j'aimerais faire. Mais tu vois, je me l'étais même. C'est drôle comment tu le formules et merci pour cet écho parce que c'était tellement un plafond de verre pour moi que je m'étais même pas autorisée à ouvrir la case. Donc effectivement, ça peut être une bonne clé pour tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu malade. Une bonne clé pour tout le monde de se dire, ok, si je me mets à rêver pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce Ouais, que je lui souhaite? Et ouais, dans ce cas, ça nous montre qu'est-ce qui nous allume, nous, en fait. ouais, c'est excellent ça. C'est juste le fait de ne pas être dans son rôle habituel. C'est comme si, tu sais, j'ai vécu un truc très très similaire il y a plusieurs années où je cherchais un travail. C'était entre deux transitions. Et je me souviens que pendant que je faisais cette recherche, je me souviens que j'avais demandé à mon frère s'il avait une amie pour qui je pouvais travailler à sa place. On a fait une petite combine sans intérêt. Et juste le fait de réfléchir, ok, si je me base sur elle et ce qu'elle peut faire, qu'est-ce que j'irai chercher? Ça avait ouvert des possibilités et j'ai même osé, je me souviens, me présenter à des jobs que jamais j'aurais osé faire, simplement parce que je ne me présentais pas en pensant à moi, mais en pensant à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est complètement dingue. Et donc, où est-ce que ça t'amène ce voyage? Euh, Ce voyage, bon, il m'a juste servi, ce qui est absolument génial, à vivre au jour le jour, libre de beaucoup de conditionnements. Mhm, Et donc à découvrir qu'est-ce que j'aime, comment j'aime vivre, à réfléchir autrement. En fait, c'était une année sabbatique, quoi. mhm. Et à mon retour de voyage, surtout, c'est là où je me suis dit que je voulais plus attendre pour réaliser mes rêves. Que dans ma tête, j'avais des envies de contribuer au monde et que je m'étais dit que j'attendrais 40 ans, 50 ans, créer une boîte pour aider des associations, etc. Ouais, Alors qu'en fait, ce qui me touchait, c'était de pouvoir améliorer au global comment l'humain se sent dans sa vie, quoi. Je savais pas exactement comment c'est faire, ça. mais je savais que j'étais vraiment touchée par, en fait, le mal-être des gens Ouais. et aussi leur bien-être. Et donc que j'avais envie d'améliorer soit le système éducatif. Au début, c'était ça. Mhm, Je me rendais pas compte à quel point c'était gros, mais ça reste toujours quelque chose que je désire dans le fond. mhm. Je voulais soit changer le système éducatif, soit faire en sorte que les gens puissent être puissent avoir les outils pour encore mieux prendre en main leur bien-être. Quand tu dis bien-être, parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce que tu entends par bien-être? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont déprimés ou bien ils ont peur de leurs rêves? C'est quoi que tu entends par bien-être à ce moment-là? Je pense que, franchement, Mhm. je crois que c'est quelque chose qui me touche depuis que j'ai au moins 6 ans. Ok. Et de voir à la télé qu'il y a des gens qui vont pas bien, ou de savoir aussi qu'à l'école, ça arrive qu'il y a des gens qui aillent pas bien, ou de voir peut-être parfois euh, des personnes dans ma famille, tu sais, qui peuvent être inquiets, etc. Ouais. Donc de voir qu'il y a des difficultés et d'avoir cette espèce de fantasme, cette espèce d'utopie, de me dire j'aimerais vraiment alléger les difficultés de plein de gens. Donc je sais que ça démarre aussi loin que 6 ans, voire même avant. Ouais. Euh, Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé l'esprit qui n'a pas arrêté de m'occuper l'esprit en fait. Et est-ce que De à quand, ce quand moment-là, quand tu penses à justement alléger le mal-être des gens, les aider, est-ce que tu penses aussi à toi à ce moment-là? Est-ce que ça te concerne aussi là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est uniquement tourné vers les autres à ce moment-là? Non, je pense que c'est uniquement tourné vers les autres puisque moi je me sens bien et heureuse toute seule D'accord. ou avec mes amis. Mhm. Le seul truc, si je commence à prendre du recul, à faire ma propre psychanalyse, c'est que je vois que je commence à me sentir mal dès lors que je suis en contact de quelqu'un qui se sent mal. D'accord. Et que du coup, ça devient mon problème. Est-ce que c'est une question que j'étais hypersensible et que je savais pas me poser les mots dessus ou ça, j'en sais rien. Mhm. Ça m'intéresse pas spécialement de le définir. Mais je sais que ça n'a rien à voir avec moi, puisque vraiment, au contraire, je me sentais bien. D'accord. Ok. Et donc, où est-ce que ça nous amène, ça? La prise de conscience que tu veux aider et pas spécialement attendre la fin de ta vie pour le faire.
Ouais. Alors ça nous amène à une action plutôt enfin que je me remercie d'avoir fait, Ouais. puisque j'aurais pu être bloquée par mes limites en termes de ressources. À ce moment-là, donc je suis revenue en France, j'ai redémarré un master, Ouais. mais je me dis en fait les choses vont trop lentement, il faut pas que j'attende pour apprendre comment fonctionne l'humain, pour ensuite aider les gens à mieux se sentir avec leurs propres émotions. Tu vois, je savais pas encore mettre de mots, mais Mhm. à l'époque, je savais dans le ressenti que je voulais que les gens soient plus à l'aise avec leurs émotions, qu'ils soient plus à l'aise à se choisir, à vivre une vie dans laquelle ils ont accès à leurs ressources et dans lesquelles ils les utilisent, quoi. J'adore ce que tu dis parce que tu vois, parmi les femmes qui nous suivent aujourd'hui pour l'audience, ce sont justement des femmes créatives, sensibles et elles sont justement dans différentes phases. Certaines sont vraiment au début de leur projet, d'autres sont déjà bien dedans et elles ont besoin d'inspiration pour aller à un autre niveau. Et dans ce que tu dis, en fait, c'est souvent un sentiment que je vais souvent observer, des messages qu'ils vont m'envoyer où elles ont ce sentiment de vouloir aider les autres, amener un meilleur dans le monde, mais justement une difficulté à définir ce que c'est et à quoi ça peut ressembler. Donc c'est vraiment super intéressant de voir comment toi tu arrives à faire ce chemin, où tu arrives à finalement définir tranquillement comment ça peut se faire pour toi. Moi, j'ai posé une définition au fur et à mesure des années, Ouais, en voyant qu'est-ce qui constitue un humain, ouais, qu'est-ce qui impacte son bien-être. Aujourd'hui, en quelques mots, ça reste assez simple. Tu vois, il y a le système nerveux qui constitue le bien-être d'un être humain. Donc, tu as besoin si tu veux accompagner les gens à aller mieux, c'est une branche sur laquelle on peut accompagner les gens, c'est la régulation du système nerveux, la mhm, gestion du trauma. La gestion émotionnelle, c'est un deuxième composant du bien-être. Quelqu'un qui ne sait pas, déjà, qui n'a pas le bon vocabulaire et la bonne approche des émotions, va être embarqué par ses émotions ouais, au lieu d'avoir une capacité à les vivre sans les subir. ouais, Donc il y a une gestion émotionnelle, il y a aussi une gestion quand même du mental, dans le sens est-ce que mes perceptions, ma manière de réfléchir, mon mental m'emprisonne, se retourne contre moi et fait que je vais aller dans un cercle vicieux, ou est-ce qu'au contraire j'ai une manière de percevoir les choses qui me permet au contraire de vivre dans un cercle vertueux où je suis en capacité de progresser, de m'épanouir, de communiquer, de plein de choses. Le mental ouvre et ferme des portes. ouais, Et donc ensuite, on arrive à un niveau spirituel, plus ou moins spirituel, qui est aussi la conscience de soi, ouais, dans le sens où tout ça, je ne peux pas le travailler si je n'en ai pas conscience. tout à fait. Je peux pas m'ouvrir des portes si j'ai pas conscience que je m'en suis fermée. Mhm, Et ce qui aide à ouvrir ce genre de portes, ce qui aide dans notre évolution, ça va être par exemple des échanges comme on a toutes les deux aujourd'hui, donc le ouais, sommet que tu es en train de faire. mhm, Ça va être la connaissance d'une manière ou d'une autre, les échanges, les discussions, les nouvelles expériences. Ça va être en tout cas apporter une forme de nouveauté qui va pouvoir permettre euh, à notre cerveau, mais à notre corps aussi, d'entrevoir une nouvelle voie. Et mhm. ensuite, de la pratiquer jusqu'à ce que ça vienne travailler quelque chose en nous, quoi. Donc ça, c'est les piliers du bien-être, grosso modo. D'accord. Donc toi, ça t'a pris, j'imagine, est-ce que c'est plusieurs années d'expérience pour pouvoir les découvrir, les travailler, ou bien comment est-ce que tu en arrives à découvrir ces piliers dans ton cas? Moi, je pense qu'il m'a fallu 12 ans Une douzaine pour d'années, hein? les découvrir, ouais. Et j'ai pas fini. Ouais. J'ai pas fini du tout. On n'a pas fini on est beaucoup en train de travailler sur, enfin, il y a toujours des découvertes sur le bien-être, sur l'humain, etc. Mhm. Il y a beaucoup de découvertes qu'on est en train de faire en ce moment. Si tu veux, les scientifiques en ce moment, ils sont en train de voir à quel point tu peux impacter clairement la personnalité de quelqu'un juste en mettant des bonnes impulsions électriques Ouais. au niveau neurologique sur le cerveau. Enfin, il y a encore beaucoup d'aspects qui restent à découvrir, mais déjà un être humain, de toute façon, s'il a une bonne gestion de son système nerveux, de ses émotions, de ses pensées et de son rapport à sa spiritualité, c'est forcément quelqu'un qui a accès à ses ressources et qui va pouvoir être maître de sa vie. Pas totalement, parce qu'on n'est jamais totalement maître de notre vie, mais quand même qui va être un bon capitaine, on va dire, de notre propre bateau. Tu vois, notre vie, c'est notre Mhm. bateau. Tout à fait, tout à fait. Alors toi, comment ça se passe alors? Parce que là, tu étais dans un master. Comment finalement, cette idée qui était tellement lointaine, qui était d'éventuellement lancer un business, comment est-ce que tu arrives à la concrétiser plus tôt dans ton cas? Ouais, donc déjà ça se passe qu'effectivement dans le master, je me dis qu'il faut que j'apprenne maintenant comment l'humain fonctionne. Ouais.
et que le seul truc que je connaisse à l'époque, et c'est normal, il n'y avait pas grand-chose, c'était la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Donc je me dis, ok, il faut que je me forme. Je n'avais pas d'argent de côté pour payer des formations. J'ai fait un truc qui a marché à l'époque, je ne sais pas si ça marcherait aujourd'hui, mais j'ai contacté tous les formateurs en PNL. À l'époque, ça s'appelait Viadeo. Aujourd'hui, ça s'appellerait LinkedIn. Donc, sur une espèce de LinkedIn, j'avais contacté tous les formateurs français en PNL en leur disant, voilà, j'ai ce rêve d'essayer d'apporter du positif dans le monde pour que les gens puissent s'épanouir. J'ai pas d'argent, j'aimerais beaucoup faire votre formation. Vous me dites oui, vous me dites non, c'est comme vous voulez, mais voilà, au moins, j'aurais fait le pas de vous demander. Puis, vous êtes libre, bien sûr, de répondre ce qui vous convient, quoi. C'est génial. Donc, il n'y avait pas du tout... Ouais. C'est génial comme action. Donc, j'ai eu beaucoup de non. Ce qui est normal, il n'y a vraiment pas de souci à ça. Mais j'ai eu une personne qui m'a appelé le lendemain et qui m'a dit, écoute, ça va pas être gratuit. Et je pense qu'il avait raison de faire ça, mais il m'a fait payer un prix dérisoire qui correspond, je pense, aux frais aussi que ça lui coûte, en fait, de louer la salle, de me donner le manuel. Donc, j'ai dû payer, je crois, 25 € par jour de formation. Ce n'est rien du tout. Ouais, mais ça met un engagement, en fait. Ça garantit un Ça met un engagement. engagement. Ouais. Et je pense qu'il a bien fait de faire ça. Moi, j'ai été hyper reconnaissante qu'il le fasse. Et donc, ça a pu me permettre que tout de suite, je me lance dans ces formations-là. Ensuite, je suis passée par... donc, je me suis formée à la PNL. Et ensuite, je suis passée par une espèce de vallée du désert où j'étais face à... Ok, maintenant, j'ai des outils pour commencer à accompagner les gens. Ouais. Mon rêve... Je l'avais un peu mis sous le tapis, ce rêve de vraiment pouvoir accompagner une vaste majorité de personnes à se sentir bien dans leur vie, etc. Parce qu'en fait, ça me paraissait... Je m'en sentais pas capable au final. Okay. En ayant fait les premiers pas, un peu comme quand tu commences à monter, à faire une rando. Ouais. Et tu te rends compte que c'est très pentu et que tu es déjà essoufflé au premier mètre. Bah, c'est un peu ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et je me le suis pas dit de manière consciente, mais je sais que de manière assez inconsciente, j'ai arrêté de penser à ce rêve-là. Parce qu'en fait, beaucoup de parts de moi pensaient qu'en fait, j'y arriverais pas. Mais quand tu dis que, quand tu donnes justement l'analogie d'avoir fait quelques pas et tu t'es dit j'y arriverai pas, est-ce que c'est parce que tu as eu quelques accompagnements et tu as trouvé ça trop difficile ou c'est juste la vision la vision elle-même qui te... Je pense que c'est mon intuition mélangée avec mes croyances limitantes. D'accord. Je pense qu'avec mon intuition, j'ai capté que ça serait possible, dans le sens, ce rêve-là d'avoir un impact assez massif, il est réalisable à condition que tu comprennes ci et ça, et ci et ça, et ci et ça. D'accord. Sans savoir exactement ce que c'est. Un peu comme si, je pense, dans le business, tu as quelqu'un qui veut tout de suite avoir une start-up qui va tout de suite être un peu à la Facebook, tu vois. Ouais. Donc, mon intuition me commençait à me guider parce qu'en fait, j'avais fait mes premiers pas d'apprentissage sur l'humain et en fait, tu te rends compte que il y a des milliers d'outils. Que t'ouvres une porte sur quelque chose, mais en fait, ça découle sur d'autres choses et que en fait, ça peut paraître complexe au début. Donc, mon intuition m'avait capté qu'il y avait beaucoup de travail. En parallèle d'une croyance limitante que j'avais, qui était de me dire c'est impossible, je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à abattre ce travail. Et tout ça, c'est de manière très, très inconsciente. En fait, il y a aussi quelqu'un qui a cassé mon rêve, mais personne ne peut vraiment casser nos rêves, mais quand même, pendant un certain temps. Je pense que je pouvais avoir un petit côté peut-être utopiste, mais je pense pas que ce soit un problème, parce qu'au moins on rêve et on avance. Et quand je m'étais formée justement à la PNL, j'avais dîné un soir avec des personnes du groupe, et une personne me disait, bah toi, tu veux faire quoi dans la vie? Et je lui dis, bah moi, je veux changer le système éducatif français. Et il me regarde et il me dit, toi, tu vas faire ça? Oh là là, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Je le prends comme bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais sur le coup, je me rappelle me mordre les lèvres, avoir les larmes qui me montent pour juste pas fondre en larmes en fait. Et je pense que en plus c'était une personne beaucoup plus âgée que moi, c'était un homme. Donc je crois aussi qu'il pareil, il y a une dose d'inconscient c'est une figure plus sage que toi, il doit avoir raison, à un niveau assez inconscient.
tout à Donc fait. ça a dû contribuer aussi au fait euh, que je mette un peu ça de côté sans jamais vraiment le mettre de côté, puisque, et ça c'est une clé importante pour tout le monde, quand il y a quelque chose qui est tellement aligné, tellement important pour nous, quoi qu'il arrive, on va avancer dessus. Mm. Donc je disais que je passais dans cette vallée du désert parce que déjà, ça je l'ai mis de côté. Ensuite, du coup, je savais plus exactement quoi faire de ma vie. Mhm. Je savais que je voulais continuer dans l'humain, etc., mais j'avais plus un projet suffisamment inspirant et grand pour moi. Ouais. Il y avait ça, il y avait en parallèle le fait que j'étais en couple avec quelqu'un qui commençait lui à avoir de plus en plus de succès. Mm. Et que à ce moment-là, il y a eu donc un parallèle dans ma vie perso avec lui, c'est que il y a eu beaucoup de personnes extérieures qui ne m'adressaient plus la parole puisque j'étais juste Julie, mais ils m'adressaient la parole ou ils venaient vers moi pour que je leur parle de mon chéri. Ah ouais, ouais, je vois. Donc tu étais devenue la copine d'eux ou la femme d'eux, bref, ton identité Ouais, disparaissait un petit peu. voilà. Et donc j'avais peut-être 23 ans. Et pareil, à cet âge-là, je n'avais pas, si tu veux, le bon mindset, on va dire, pour pouvoir gérer ça sans que ça n'impacte mon estime. Ouais. Donc, quand trop souvent, il y a plein de gens qui viennent te voir démontrant une forme d'enthousiasme pour que tu leur parles de quelqu'un d'autre et que toi, en fait, tu n'existes plus, Ouais. bah moi, ça a impacté mon estime et j'ai fini par croire que telle que j'étais, je n'étais pas assez bien Ah, je et suis qu'il fallait que je tellement change. désolée que tu aies vécu ça et je comprends totalement, franchement. Et en plus, tu es jeune au moment où tu es en plein dans ces rêves qui sont grands, grandioses et on est tellement vulnérable avec nos rêves. Ouais. J'ai eu la même situation à plusieurs reprises. Et comme tu dis, quand ton rêve est vraiment grand, tu lâches pas. Mais j'ai eu ça avec des mentors, soi-disant, mes premiers clients qui m'ont carrément dit tu réussiras jamais parce que bah, c'est pas seulement la vision, c'est aussi l'attitude que je voulais avoir dans mon entreprise, comment je voulais faire les choses. Et c'est des choses qui m'ont étouffée pendant longtemps, mais il n'y avait rien à faire. Il y avait quelque chose en moi, même les larmes aux yeux, en tremblant. Je devais juste continuer ce truc. Ouais, exactement. C'est ça qui est beau là-dedans, c'est qu'en fait, peu importe le nombre de personnes qui vont nous dire c'est pas pour toi, etc. Si c'est vraiment aligné, s'il y a vraiment un truc qui nous appelle, on va le nourrir d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être que Ouais, ça va être un peu en sous-marin, mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on va ressortir la tête de l'eau. ouais. Donc voilà l'espèce de vallée du désert où le cadeau de tout ça, c'est que ça m'a appris à moi prendre en main de l'intérieur de moi ma propre estime, mon propre rapport à moi-même. Ça m'a permis de dépasser le regard des autres. Mhm. Et plus que pas le regard des autres, mais de dépasser l'avis, l'apostrophe AVIS, Ouais. l'avis des autres sur moi. Euh, Parce que les premiers temps, en fait, j'ai essayé de changer pour ressembler plus à mon partenaire. Mhm. Et je me sentais au plus mal. J'imagine Parce qu'en que, fait, avec, vous êtes à peu près dans le même domaine par rapport à l'humain. Et ouais. ce qui se passe à ce moment-là, c'est j'aimerais savoir ça en fait. Est-ce que tu te compares à sa carrière à lui? Euh, non. Non. Ok. Je me suis pas comparée à sa carrière puisque je n'avais pas du tout l'intention. Lui, il était vraiment en mode conférence, YouTube, etc. C'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Euh, donc non, je me comparais pas à lui. Mais c'est plus quand les gens me disaient que lui était génial que j'ai commencé à me dire peut-être que je dois changer D'accord. pour être aussi quelqu'un de génial. Et donc j'ai essayé très fort de changer, de devenir comme lui. Donc quand on essaie de devenir quelqu'un d'autre, on essaie d'agir et de penser comme une autre personne. Mhm. Mais ça vient, pareil, essayer d'étouffer des parts de nous qui veulent être vivantes en fait. Totalement. Et j'ai une approche de la vie qui est vraiment différente de mon chéri. On est très complémentaires. Lui, c'est quelqu'un qui est très, euh, j'allais dire bourrin de travail, mais qui va travailler, 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 qui est beaucoup dans son énergie masculine d'ailleurs. Mhm. Et moi, je suis beaucoup dans mon énergie féminine, où j'aime bien, je me nourris en fait d'être dans une forme de réceptivité, de me balader, d'entendre des discussions, de voir des gens. Enfin, je me nourris vraiment d'être réceptive à l'extérieur.
Et ça va créer une forme de créativité, d'inspiration, où là, je vais avoir envie de partager une chose de temps en temps. Donc on fonctionne limite à l'opposé. Je comprends totalement ce que tu veux dire et je pense pour toutes les femmes qui nous suivent et qui sont aussi des femmes sensibles, intuitives, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est mon partenaire qui est très dans son énergie masculine et comment il travaille, un client après l'autre, et pendant un moment, je me suis aussi alignée parce que mon rythme à moi aussi est très la réceptivité, le calme seul, la lenteur et toutes ces choses-là. Mais quand on a commencé à vivre ensemble, d'un seul coup, tu as l'impression en fait que toi, tu fous rien, mais que lui travaille. Alors qu'en réalité, c'est juste que tu travailles différemment, sans oublier que lui, dans mon espace, j'arrive pas non plus à rentrer dans cet état-là. Donc, il y a eu vraiment un long moment d'adaptation avant que je puisse de nouveau me séparer, on va dire, intérieurement de lui. Ce qui est à lui est à lui, ce qui est à moi, retrouver qui je suis et que je valorise mon mode de fonctionnement, que je protège mon espace, ne serait-ce que mon bureau, j'avais du mal à protéger l'espace d'un bureau qui soit le mien, dans lequel il n'a pas accès, tu vois. Donc, très important ce genre de conversation parce qu'en tant que femme, et tu es mariée, hein, je ne me trompe pas, hein, tu es mariée aussi. Ouais, hein. ouais, Okay. Donc, épouse, moi aussi. Il y a des choses, il y a vraiment des défis supplémentaires qui apparaissent en plus des défis habituels que l'on a en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est sûr. Comme je pense que je l'ai vécu vraiment très fort en accéléré, au fait, je me suis tellement demandé de changer. Et c'était tellement douloureux que finalement, ça n'a mis que à peu près 3 mois avant qu'il y ait un espèce de gros déclic qui commence à se réveiller en moi, où je me suis dit, en fait, vraiment, je préfère, le perdre lui, et je préfère que les gens ne m'apprécient pas, voire me trouvent désagréable ou ce qu'ils veulent, plutôt que de me perdre. Parce que j'avais tellement vécu une forme de mal-être pour le coup, pendant ces 3 mois à essayer d'être différente, j'étais tellement déconnectée de moi-même, que ça c'est peut-être un des cadeaux de l'hypersensibilité aussi, ou en tout cas de notre sensibilité, c'est que ça fait très 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 mal, et que ça a été suffisant pour moi pour me dire ça ne vaut pas le prix. En fait, ce mal-être-là ne vaut pas du tout le fait que je vais me mettre mal pour qu'on me considère, ou je vais me mettre mal pour que mon chéri veuille rester avec moi. Donc ça a été le cadeau, dans toutes nos difficultés, il y a des cadeaux. Hein. Ça a été vraiment le cadeau de toute cette période-là, ça a été de me dire, je me choisis. Et c'est un message fort que j'enseigne beaucoup dans mes différents programmes, etc. Sous différents aspects, j'enseigne beaucoup à comment faire au quotidien pour se choisir. Et ça implique vraiment souvent de dépasser des espèces de mini-règles qu'on a dans notre tête de je peux pas faire ça sinon je vais être rejetée. Je peux pas accepter tel élément de ma personnalité sinon on va me juger, etc. Et en fait, il s'agit vraiment d'embrasser un maximum de choses en nous. Et paradoxalement, c'est assez fou, mais paradoxalement, je crois que les gens sont plus attirés vers nous. Et je crois aussi, en tout cas, qu'il y a une forme de magnétisme qui se dégage. Le paradoxe, c'est que je crois que moi, j'ai tellement bossé sur le fait que je m'en fous, que j'ai même pas envie, en fait, d'avoir un intérêt quelconque à essayer de faire en sorte que les gens m'aiment à tout prix. Que je savoure sans savourer le fait qu'au contraire, les gens soient attirés vers moi grâce à ça, en fait. Simplement parce que t'es toi, en fait. Ouais, je pense. En tout cas, je suis très proche de qui je suis réellement de manière générale. Ouais. Excellent. Donc là, ça t'amène finalement à toi, finalement, ta vision du succès. Ouais. Donc après cette traversée du désert, je me suis dit que ça y est, maintenant j'allais me lancer. Donc je faisais toujours des coachings individuels, mais c'était vraiment du bouche à oreille, c'était léger, etc. Enfin, quand je dis c'était léger, c'est que j'avais en général 2 clients max en même temps. Donc c'est pas énorme, ça remplit pas un planning. Mais en même temps, c'est pas ce que je cherchais. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, je me suis dit, ok, maintenant je suis prête à... En fait, j'avais accumulé tellement de connaissances et une expertise
suffisamment poussée pour accompagner l'humain, Mhm. que je me suis dit maintenant je suis vraiment prête à accompagner des groupes et ça commençait à se faire. C'était vraiment la période Covid Mhm. où tu as des gens qui lançaient des accompagnements ou comment ça s'appelle, des abonnements, Ouais. des choses où on accompagne les gens en groupe. Mhm. Et je parlais avec un groupe de copines qui étaient déjà infopreneuses, tu sais, qui vendaient déjà des formations, peu importe le sujet, et qui me motivaient, qui essayaient de me dire vas-y Julie, lance-le, lance-le. Et donc toutes les semaines, je leur disais oui, j'essaie de préparer le premier module, etc. Mhm. Et on doit être vraiment au début du confinement, je pense, au mois de février-mars, où je dis ça, je vais lancer un abonnement. Les mois défilent. Mhm. Franchement, j'avance pas. Je n'avance pas dessus. Mhm. Et un jour, je vais voir un couple d'amis et ils me disent alors, ça avance comment ton abonnement? Il sort bientôt. Et j'en ai tellement marre à l'intérieur de moi de répéter à tout le monde, oui, je vais lancer un abonnement, etc., qu'il n'y a rien qui se passe. Et surtout, j'aime tellement ces amis-là que j'ai pas envie d'être pour eux un exemple de quelqu'un qui va pas au bout de ses rêves. Ouais. En fait, je les aime tellement que j'ai envie d'être source d'inspiration aussi pour eux, pour que eux se disent, bah Julie l'a fait, bah moi aussi je vais le faire. Exact. Je les aime trop. Et donc, ce jour-là, je leur dis, bah ouais, le 1er novembre, mon abonnement, il sera sorti. Et je sors ça comme ça. Ouais. Mais je me coince un petit peu Uh-huh. en me disant, bah maintenant, j'ai plus le choix. Et j'avais encore le temps. On devait être au mois de septembre. Mhm. J'avais encore le temps, sachant que j'étais déjà prête depuis des années, en vérité, à le faire. J'avais déjà toutes les connaissances. Et j'avais déjà accompagné des gens en réel. Donc là, il s'agissait d'accompagner des gens en virtuel. Ouais. Et donc, on se rapproche du 1er novembre. Mhm. Une semaine avant, je n'ai toujours rien de prêt. Et donc là, je me dis, bon, bah, de toute façon, je me suis engagée Mhm. et je commence à communiquer une semaine avant sur un webinar Mhm. que je ferai le 1er novembre. Et donc, je commence à inviter mon audience, où j'avais déjà une petite audience quand même sur Instagram. Mhm. Et pendant toute la semaine, je ne fais que promouvoir ce webinar, sans même écrire mon webinar. Ouais, ouais. Donc, on arrive à la veille du webinar. Ce qui se passe la veille du webinar, c'est que tu as Emmanuel Macron qui annonce de nouveau un reconfinement. Mhm. Et que moi, à ce moment-là, je suis en France et que je n'habite pas en France. Mhm. Et donc, avec mon chéri, on doit décider de vite rentrer le lendemain chez nous Ouais. pour pas être bloqué avec les avions. Et donc là, c'est un peu comme si l'univers, tu vois, te dit, t'es sûr que tu veux le faire? Parce que j'avais le choix de m'inventer une excuse et de me dire, non, mais là, il y a reconfinement, je suis pas prête exactement sur le webinar. Exact. Et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, non, je n'annulerai pas ce webinar, je veux le faire. J'ai loué du coup une salle dans un hôtel à côté de l'aéroport Mhm. pour faire mon webinar juste avant de prendre mon vol. Excellent. Et donc pour te dire, j'ai fini d'écrire le webinar 10 minutes avant de le lancer. Mhm. Ça s'est très bien passé parce qu'encore une fois, j'insiste pour toutes celles qui nous écoutent que j'avais déjà développé les compétences depuis longtemps. C'était vraiment là une question de oser le faire. Oser, ouais. Et donc là, je proposais une formule qui était ridicule, on va dire, par rapport à, enfin ridicule. J'ai proposé une formule qui était digeste pour moi, Ouais. dans le sens où c'était un abonnement qui coûtait 25 € par mois. Ok. C'est pas cher, j'estime ça pas cher du tout, Mhm. Mhm. Tout à fait. surtout par rapport à ce que j'apportais dans l'abonnement. Et je suis très heureuse de l'avoir fait comme ça aussi parce que ça m'a permis de prendre en compte une autre peur que j'avais, qui était de trahir la confiance qu'on me donne. Mhm. Je déteste ça. Et ça a toujours été une peur, en fait, dans mon business, quelque part, qu'on me fasse confiance et que je n'honore pas la confiance qu'on me donne. En fait, je pense que j'ai vraiment envie d'honorer, quand il y a des clients qui payent, les ressources qu'ils mettent, que ce soit en temps, en argent, mais aussi en confiance. Là, j'ai une question. Est-ce que, juste rapide là comme ça, est-ce que c'est toujours quelque chose que tu ressens même aujourd'hui, ça? Ouais. 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 C'est vraiment quelque chose où je dois me regarder et me calmer toute seule parce que là, par exemple, en ce moment, j'anime un programme, donc on n'est plus du tout sur 25 €. Mhm. J'anime un programme que j'ai déjà animé 3 fois. Là, c'est la 4e fois que je le fais. Ouais. Mes clientes, elles ont
toujours été hyper élogieuse de ce programme, même des années après. Enfin bref, j'ai des retours superbes. Mhm. Et malgré ça, en lançant là la 4e session, Mhm. je sais pas ce qui s'est passé. Donc, et j'ai pas écouté hein, du tout cette petite voix, mais je me disais, je suis pas. En fait, j'avais peur de pas les honorer. C'est Ouais. tellement bizarre parce que j'ai les preuves. Ouais. Hmm. Mais il y a une partie de moi qui craint ça, je pense. Et donc, même malgré ça, eh ben, ça m'arrive toujours, même si c'est la 4e session que je lance et que ça a été prouvé plein de fois maintenant que ça plaît. Il y a cette crainte de pas délivrer suffisamment de valeur. Et en même temps, je trouve que j'ai un bon rapport à ça dans le sens où ça me permet de rester éveillée quelque part et de bien garder le lien avec elles, leur parler, voir ce dont elles ont besoin pour m'assurer pendant tout le long du programme que je réponds à leurs besoins. Mhm. Et en même temps, j'ai ce bon recul où je n'écoute pas cette phrase. Mais par exemple, et je leur ai raconté aux filles que j'accompagne, il y a eu plusieurs fois où pendant les appels de vente, avec plusieurs d'entre elles, il y a une partie de moi qui me disait, je vois pas pourquoi je vends ce programme. Et c'était, je sais pas, franchement, je sais pas quelle énergie m'a traversée à ce moment-là. Je crois que ça peut arriver. En tout cas, je sais pas du tout pourquoi à ce moment-là j'étais dans cette énergie je sais pas si je vais pouvoir délivrer quelque chose de bien, alors que j'avais eu l'épreuve. Donc, C'est passionnant ce que si tu dis jamais ça là vous parce que c'est ça, exactement. C'est quelque chose, on pourrait penser qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qui disparaît. Tu sais, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas livrer, de décevoir, tu vois. Mais franchement, comme toi, c'est quelque chose qui reste là. Personnellement, moi, ce qui m'aide par rapport à cette peur, c'est que je suis hyper structurée, tu sais. Il y a des contrats qui disent tout est tellement détaillé, c'est genre, tu sais à l'avance tout ce que tu auras en détail, comme ça je suis sûre en termes d'attente en fait. Voilà, je suis au calme parce que tu as vu en détail ce qu'il y aurait, c'est exactement ce que tu reçois et ensuite je peux me donner une certaine liberté, mais jusqu'à aujourd'hui je t'avoue que moi aussi je partage cette peur et c'est vraiment cette structure en fait qui m'aide à bien gérer cet aspect-là chez moi. ouais, bah, probablement parce que toi, c'est une de tes forces. Ouais. Moi, et je suis contente, je peux les partager. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tests de personnalité qui m'ont aidé vraiment à conscientiser que je suis pas du tout quelqu'un qui structure. Je peux le faire, mais je suis quelqu'un qui donne le meilleur d'elle-même dans l'improvisation. Ok. Donc, il faut savoir jongler avec ça, Faut vivre avec. mais et vivre avec. Moi, je sais que en fait, le jour où je lance un programme, c'est que je suis prête depuis longtemps. Et Ouais. donc, ça veut dire que là, je peux me permettre d'improviser. Mhm. Mais c'est intéressant de le savoir. Et donc, le test s'appelle Kolbe, Colby, Kolbe. Donc, celui-là, il est payant. Il doit mhm. coûter $50 et c'est en anglais. Mais celui-là m'a vraiment permis de voir hyper visuellement que je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'innovation et l'impro et que faut que j'arrête en fait de m'en vouloir. Et Mhm. c'est un peu, tu vois, ce qu'on voit le jour où j'ai lancé mon abonnement. J'ai eu de février à novembre pour le préparer, c'était impossible pour moi. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que si c'est trop facile pour moi, je vais Ouais. pas y arriver. Ok. En fait, il faut que ce soit un peu difficile pour que là, je puisse me poser et essayer de structurer. Mais si c'est trop facile pour moi, il y a une part de moi qui sait que je vais gérer Ouais. et donc je n'arrive pas à m'y mettre. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, tu as besoin donc ça, d'avoir des grands rêves et des gros projets parce que sinon, il n'y a pas assez d'énergie. Tu as toujours cette sensation, je pourrais le faire la veille, la nuit juste avant, là, je le fais, c'est réglé. Tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a ce test-là qui m'a aidé. Il y a un autre test qui est vraiment sympa qui s'appelle Principles You. Ouais. Donc c'est de Ray Dalio, R-A-Y, un peu plus loin D-A-L-I-O. Pareil, c'est en anglais, je crois. Mhm. Principles, donc comme principe, mais en anglais, quoi. Et You, Y-O-U. Et celui-là, pareil, il permet vraiment de comprendre qui on est. Et ça, je trouve ça génial aussi Mhm. pour arrêter déjà de se comparer aux autres Ouais. sur comment on devrait faire. Parce que vraiment, je pense que je me suis pas mal jugée plein de fois au début du Mhm. business. Parce que, en fait, je ne suis pas du tout une entrepreneur dans les règles de l'art. D'accord. Je suis en fait une innovatrice, quelqu'un qui invente, une créatrice. Donc, je peux pas gérer un business comme
on entend sur beaucoup de podcasts ou dans beaucoup d'endroits, tu vois. J'apprécie, j'adore écouter des podcasts business, mais je peux pas les appliquer en séquence pour moi. J'ai juste besoin de me nourrir de leur intelligence et l'appliquer au moment où ça va cliquer pour le coup pour moi dans ma tête, quoi. Donc je trouve qu'il y a des tests de personnalité qui nous aident aussi à mieux comprendre qui on est, comment on fonctionne et justement, miser sur nos forces et arrêter de se demander d'être quelqu'un d'autre ou de forcer, tu vois, sur une certaine manière de faire. Ouais, tout à fait. Tu sais, un des trucs que moi je trouvais vraiment intéressant, parce que tu vois, normal, hein, quand on commence, je pense, dans le business, on écoute d'autres entrepreneurs et tout le monde a des règles que tu es censé faire pour réussir et tout ça. Bien sûr, ça ne marche pas pour moi, mais un des trucs que j'ai trouvé mais vraiment, vraiment très inspirant et que jusqu'à aujourd'hui je fais, c'est les biographies, pas biographies, mieux que ça, les mémoires. Quand des entrepreneurs écrivent leurs mémoires, déjà de un, je trouve que ça ne ressemble pas à tous ces livres business avec les étapes, 10 étapes pour je sais pas quoi, là, tout ça. Quand ils écrivent leurs mémoires, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, tu vois le chemin qui est les hauts, les bas, tout ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment vrai. Vraiment vrai, dans le sens où il n'y a pas de comment devenir millionnaire là-dedans. Même, je pense, le dernier mémoire qui m'a vraiment touchée, c'était le gars qui a créé Nike. Incroyable. Tu lis ce livre énorme comme ça, mais tu vois qu'il était passionné à le faire parce que c'est une aventure de plusieurs années et ça lui a pris, je pense, 20 ans pour stabiliser l'entreprise. Mais c'est incroyable. Et une des choses qu'il dit à la fin, justement, c'est de ne pas suivre les recettes parce que, en fait, tu sais, personne ne peut prédire l'avenir réellement, tu vois. Oui, il y a certains principes, mais voilà, une fois que tu te connais et que tu sais ce que tu veux faire, c'est le chemin, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair et ça faisait partie du coup des choses dont je voulais parler justement par rapport au titre de notre rendez-vous, c'est que ce qui va permettre de créer un business qui va être fluide, ça va être de justement s'assurer qu'il soit en lien avec des choses qu'on aime vraiment ou qu'on valorise. Parce que un business, c'est challengeant, forcément à certains moments. Et donc, on a besoin d'avoir accès à notre résilience si on veut bien le vivre. Et on est forcément plus résilient dans des choses qui nous intéressent ou dans des choses qui ont de la valeur pour nous. Donc, se connaître aussi dans le sens qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je valorise, ça permet de s'assurer qu'il y ait de ces éléments-là dans notre business. Et en plus, ça nous donne un avantage sur le marché dans le sens où moi, je sais que j'aime tellement étudier l'humain que je fais ça tout le temps, pendant mes vacances, quand je suis dans l'avion. Donc, en fait, je travaille sans travailler. Je suis en permanence en train de m'améliorer sur mon sujet parce que je suis passionnée. Et donc, forcément, ça me donne un avantage sur le marché. Parce que en fait, je me dis pas vivement que j'arrive à une offre et qu'après, je puisse me reposer. C'est ça, exact. J'ai pas ça dans ma tête. Je suis toujours en train d'essayer d'améliorer comment j'accompagne parce que j'aime vraiment ça et j'ai un sincère intérêt pour ça. Mais, et là, pour celles qui nous écoutent, l'idée, c'est pas de se comparer à moi et de croire qu'il faut avoir les mêmes choses si jamais les personnes qui nous écoutent sont dans l'accompagnement. C'est là où c'est intéressant de voir ses forces et ce qu'on valorise, parce que pour certaines personnes, ce qu'elles valorisent, ça va pas forcément être tant que ça, comment l'humain s'épanouit. Ça va juste être de pouvoir créer, par exemple, des espaces où les humains se connectent. C'est tout. Et donc, cette personne-là, au lieu de se demander d'être la meilleure coach, la meilleure accompagnante, elle va juste de se demander comment je fais pour créer des événements où les gens se connectent. C'est autour de l'humain, c'est autour de la psychologie par exemple, mais le cœur du sujet, c'est la connexion. Ou alors, c'est faire vivre des moments en famille. Enfin, vraiment, on peut créer tellement de choses magiques et que seuls nous pouvons créer quand on reconnaît ce qu'on aime et ce qu'on valorise. Et on reconnaît ce qu'on aime et ce qu'on valorise quand on voit là où ça nous donne de l'énergie. Dans le sens, est-ce que j'ai de l'énergie pour lire ce livre? Est-ce que j'ai de l'énergie pour avoir cette discussion? Ou est-ce que finalement j'ai envie de dire, venez, on parle d'autre chose? Ça me montre qu'est-ce que je valorise. Tout à fait. Tout à fait.
En tout cas, j'adore cette conversation qu'on est en train d'avoir parce que c'est vraiment tourné sur soi. Et comme tu dis, tu valorises l'humain. Moi, c'est une des choses aussi que j'adore, c'est en fait tout simplement apprendre des autres. C'est peut-être une des choses qui, moi, m'a éveillée à quelque chose. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais juste apprendre des autres, de leur Ouais. expérience. Parce qu'en fin de compte, la première chose qui m'a amenée à voir ça, c'est je me suis juste rendu compte que je ne voyais pas les choses comme les autres. J'avais une vision qui était bien à moi et que ce que les gens voyaient, je ne le voyais absolument pas de la même façon. J'ai beaucoup d'imagination et mon imagination fait partie de la réalité. C'est ma particularité. Et pour beaucoup de personnes, l'imagination, c'est à part, il y a la réalité dure. Et donc, du coup, je me suis intéressée à voir comment les gens voient cette réalité à chaque fois. Et c'est important parce que je ne sais pas si les autres se sont rendus compte de ça, mais c'est la raison pour laquelle je fais ce genre d'événement, pour amener autant de regards que possible, parce que ton regard à toi, là, Julie, tu es en train de partager et sans doute en train de connecter particulièrement avec une personne. Tu dis sans doute des choses qu'on dit ailleurs ou qu'elle a peut-être déjà vues ailleurs, mais parce qu'elles viennent de ta bouche et comment tu as formulé les choses, ça l'a pénétré et elle a vraiment compris, elle a vraiment vu. Et ça, c'est une des choses qui me passionne énormément dans ce que je fais ici. Donc j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, avec cet événement Brille, qu'est-ce que ça veut dire briller pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire briller pour moi? Pour moi, il y a déjà un principe qui est hyper important dans ma vie. Mhm, C'est que si je veux briller, mhm, c'est pour moi d'abord. C'est pas pour obtenir le fait que les gens me voient ou que les gens m'applaudissent. mhm, Et pour moi, briller, quand tu peux repérer ce qui fait briller une personne, quand tu vois déjà la lumière qu'il va avoir dans ses yeux, quand elle parle d'un sujet ou mhm, quand elle voit quelque chose. mhm, Je trouve qu'on brille quand on se permet d'exprimer ce qui nous touche, d'exprimer, de créer une vie aussi qui est alignée justement avec ce qui nous touche, avec ce qu'on aime. En fait, ça va nous éveiller en énergie et cette énergie, elle va irradier de nous. Donc, pour moi, briller, c'est vraiment être aligné justement avec mes aspirations et aussi, il y a aussi le côté apprendre à m'aimer dans toutes mes facettes, ouais, dans le sens où plus je considère l'humain un peu comme une boule à facettes mhm, et chaque facette représente un trait de caractère. Celle qui a confiance en elle, celle qui n'a pas confiance en elle, celle qui est structurée, celle qui est désorganisée, celle qui est attentive aux autres, celle qui est complètement dans la lune. On a toutes les facettes, celle qui est égoïste, celle qui est altruiste, etc., etc. Et plus on a des jugements sur ces facettes, plus on a des espèces de peurs, des espèces de conditionnements, plus ça voile mhm, une de ces facettes. mhm, Et plus il y a des traits de caractère, plus il y a des choses en nous où on se dit je ne devrais pas être comme ça. Je devrais être que gentille, je devrais être que ouais, inspirante, je devrais être que celle qui sait tout le temps, je devrais être que blablabla. Bah en fait, c'est comme si on mettait un voile sur de plus en plus de facettes et que la boule à facettes qu'on a qui pourrait renvoyer énormément d'énergie et de lumière, bah mhm, elle peut finalement en renvoyer de moins en moins mhm, puisqu'il y a beaucoup de facettes de nous-mêmes qu'on empêche quelque part de d'avoir leur place, ouais, de prendre leur place. mhm, Ça, c'est une dimension hyper importante que j'avais pas prévu de parler au sujet du business, mais qui a sa place aussi dans le business, puisque ouais, dans le business, dans le couple, de manière générale, les gens achètent qui on est. ouais, Les gens sont attirés par qui on est. Et qui on est, bah, il y a deux définitions. Il y a qui on est au plus profond de nous, et je pense qu'on est nombreux à de temps en temps ressentir un décalage et se dire, j'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas mhm, à me sentir moi-même. Ça, je mhm, l'ai beaucoup vécu, moi, adolescente, et j'ai beaucoup travaillé dessus. mhm, Et il y a cette dimension, justement, en fait, que les autres vont capter, mais qui va aussi conditionner nos relations, qui va conditionner les choix qu'on s'autorise à faire mhm, dans notre famille, les injonctions qu'on va se donner ou qu'on va boire un peu de ce qui nous dépasse. Tout ça, en fait, on va subir un peu ça s'il y a de plus en plus de nos facettes de nous-mêmes
sur lesquels on porte un jugement de je ne dois jamais être comme ça et sur lesquels on ne voit pas quels sont leurs intérêts. Parce que toutes les facettes ont leur intérêt. Et y compris nos vulnérabilités, y compris nos faiblesses, bien entendu aussi nos forces, bien entendu aussi ce qui va générer une forme d'inspiration chez les autres. Et pour la petite histoire, j'avais lu un livre qui s'appelle Creativity, dans lequel on parle de l'histoire de Pixar. Et chez Pixar, ils ont créé Toy Story. Et Toy Story, donc en fait, en gros, si tu veux, quand ils vont créer les dessins animés, ils vont d'abord les diffuser au sein de l'équipe pour voir un peu quel est le retour déjà au sein de l'équipe, quoi. Donc, ils diffusent la première version de Toy Story et tout le monde dit, bof, ouais, sans plus. Et donc là, ils se creusent un peu les méninges en se disant comment ça se fait, c'est une histoire géniale, le dessin, il est super. Et ils réalisent que en fait, ils ont créé le personnage principal, donc c'est Woody. Le personnage principal, il est trop lisse, il est trop parfait. On peut pas s'identifier à lui. Et donc, ils lui créent des petits aspects plus humains où ils vont lui créer une forme de jalousie. Donc, Woody, il va être jaloux de Buzz. Ils vont lui créer une forme de peur. Il a peur de perdre son ami Andy. Il a peur de plus être le jouet préféré. Donc, on lui crée des vulnérabilités, des aspérités pour que les spectateurs puissent s'identifier à lui et se dire « comme je le comprends ». Donc, ils ont recréé Toy Story en prenant ça et ça a été un carton, du coup. Et ça, c'est la petite histoire pour comprendre que vraiment, parfois, on peut croire qu'il y a des facettes de nous-mêmes qui sont à éradiquer, alors qu'en fait, il n'y a rien à éradiquer chez nous, il y a juste tout à apprendre à aimer. Et parfois, c'est un chemin, parfois, c'est pas facile. Mais vraiment, c'est ça qui nous permet d'être au contact vraiment de notre énergie, de nous-mêmes, de tracer notre chemin qui est unique, de le partager aussi avec les autres et d'être aussi source pour les autres, d'alignement aussi pour les autres, par la réverbération qu'on va leur permettre d'avoir, la réflexion qu'on va leur donner. Donc briller pour soi, ça permet aussi aux autres de briller à leur tour. Exact. Merci sur ces mots. Je vais terminer l'entrevue ici. C'était vraiment génial. J'adore ta définition de briller. C'est marrant parce que j'ai eu une entrevue il n'y a pas longtemps. Ça parle aussi de cet amour de soi. Donc en toi, il y a cet aspect aussi d'aimer les différentes facettes de soi, de ne pas les juger. Pour tous ceux qui découvrent Julie aujourd'hui, où est-ce qu'on peut continuer avec toi? Il y a ton site internet, je sais que c'est toucherlesétoiles.com. Alors, mon site internet, il n'est pas mis à jour. D'accord. Peut-être qu'il sera mis un jour, un de ces quatre. Là, la meilleure manière de me suivre, ça va être sur Instagram. Julie, c'est le meilleur endroit. Laroche. D'accord. C'est tout. C'est le meilleur endroit, superbe. Alors, on laissera tous les contacts pour joindre Julie si jamais vous voulez continuer, si tu veux continuer à échanger avec elle et découvrir un peu plus de son univers. Elle a tout un tas d'expertise, 12 ans d'expertise à étudier l'être humain. Elle sait transférer ça, elle sait transmettre ça. Donc, pour toi qui nous regarde, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Ton énergie apporte énormément à cet événement puisque c'est vraiment ça le but, c'est un échange. Grâce à toi, on peut transmettre ce que nous avons appris. Et puis, j'espère qu'ici, on t'apporte des modèles, des personnes qui te ressemblent et à travers lesquelles tu peux te reconnaître et pour créer finalement ta propre voie, ton propre chemin et attirer les personnes qui auront besoin de ton regard à leur tour. Donc, Julie, un dernier mot peut-être ? Eh ben, j'espère que cette entrevue vous aura permis d'avoir ces prises de conscience sur vous-même, sur comment vous choisir un peu plus, vous aligner encore un peu plus. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant des heures et merci d'ailleurs vraiment Henriette, c'était un plaisir de te découvrir et d'échanger avec toi et je confirme totalement que ça se voit que c'est une de tes forces, c'est quelque chose d'hyper naturel et agréable en plus chez toi, cette capacité à se connecter aux autres et t'intéresser vraiment à eux et j'ai vraiment apprécié notre échange. Et donc pour en revenir à ceux qui nous écoutent, pensez à noter parce qu'on peut avoir tendance à oublier ces prises de conscience et à se dire je vais m'en souvenir. Mais je vous encourage vraiment à créer une note dans votre téléphone ou noter des choses parce que vraiment, quand on les écrit, que ce soit sur papier ou sur votre ordinateur ou votre téléphone, ça reste. Et au bout d'un moment, on retombe dessus et ça nous fait un rappel
qui est important pour nous. Donc voilà tout ce que je vous souhaite de noter, surtout si c'est des choses qui m'ont vraiment fait écho pour que vous puissiez vivre une vie encore plus épanouissante. C'est un très très bon conseil de prendre des notes. Alors merci beaucoup Julie encore une fois, merci à toi qui es avec nous.